Au fil des années, les États-Unis ont progressivement produit certaines des armes de destruction massive les plus puissantes, mais peu restent aussi destructrices que la bombe anti-bunker de 30 000 livres. Récemment, elle a été déployée contre le groupe terroriste yéménite des Houthis, qui ont vandalisé les lignes maritimes de la mer Rouge depuis si longtemps. Cette frappe a attiré l'attention mondiale en raison de sa puissance de pénétration impressionnante sur les bunkers en béton armé. Comment ce moment précis a-t-il changé le cours de la guerre? Quels ont été les résultats concrets au Yémen? Rejoignez-nous alors que nous explorons les capacités destructrices de la bombe anti-bunker révolutionnaire des États-Unis. Bien que les États-Unis aient la réputation d'avoir produit certaines des meilleures armes de guerre pour le combat aérien, terrestre et naval, la bombe anti-bunker représente un véritable tournant. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Comme presque chaque pièce d'armement, la toute première ogive de bombe anti-bunker a été développée dans l'urgence pendant une guerre, en l'occurrence, la guerre du Golfe de 1991, pour attaquer le centre de commandement fortifié de la capitale irakienne située en profondeur sous terre. Avant l'apparition d'une ogive capable de percer un centre de commandement souterrain renforcé par de l'acier, les soldats se voyaient se confier une mission presque impossible: ouvrir ces bunkers avec leur corps et leur vie en jeu. Cependant, avec les premiers progrès de la technologie des ogives anti-bunker, tout a changé. Les GBU-28 ont été conçus pour peser entre 4 000 et 5 000 livres et étaient largués depuis le ciel sur leur cible à l'aide d'un bombardier furtif B-2 ou d'un chasseur-bombardier F-15E. Elles ont été produites à l'origine par l'arsenal de Watervliet, à Watervliet, dans l'État de New York. L'un de ses premiers problèmes, qui a interrompu sa fabrication à la fin des années 80, était sa possible incapacité à atteindre sa cible. Cependant, tout cela a rapidement été contredit avec l'introduction du guidage par satellite, ce qui signifiait que l'ogive pouvait atteindre sa cible même en cas de brouillard épais ou de fumée dense. Alors que la bombe pèse 4 500 livres, seulement 600 livres étaient de composés d'explosifs. Le reste était simplement de l'uranium appauvri dense. Néanmoins, elle restait extrêmement fonctionnelle. Mais à quel moment exactement la bombe est-elle déclenchée? Ils ont activé la BLU-113, un modèle du GBU-28, en utilisant une technologie spéciale de fusée intelligente. La fusée était préprogrammée pour exploser après avoir rencontré un certain nombre de couches dures. Elle avait donc besoin d'un impact pour générer une véritable explosion. Cependant, avant la BLU-113, il existait la BLU-9B, sur laquelle les soldats comptaient pour créer une ouverture massive lorsqu'ils voulaient briser une structure dense. Bien qu'elle ait fait son travail un certain temps, les Iraniens ont perfectionné la construction de ces bunkers souterrains, s'inspirant de l'ex-Yougoslavie, experte en centres souterrains. Puis 20 août 1990, lorsque l'armée a commencé à planifier une campagne aérienne offensive contre l'Irak. Au début, ils pensaient pouvoir utiliser des bombes guidées par laser, mais ils ont rapidement compris qu'il serait impossible de pénétrer des bunkers fortifiés enfouis profondément, d'où la naissance du GBU-28. Juste quelques heures avant le cessez-le-feu, dans la nuit du 27 février, 2 avions General Dynamics F-111 ont été chargés chacun avec une bombe GBU-28 et ont frappé une cible en périphérie de Bagdad. Tandis que le premier a touché la mauvaise cible, le second a atteint directement la base aérienne d'Al-Taji, pénétrant le béton armé épais avant de détonner et d'éliminer les cibles. Le succès de la bombe anti-bunker a émerveillé le monde entier, et comme toujours, tout le monde voulait mettre la main sur cette ogive révolutionnaire capable de percer un bunker. Comme prévu, des pays étrangers ont tenté d'en acheter, et Israël fut le premier à en obtenir une. Cette fois, ils ont demandé 100 unités du GBU-28 en avril 2005 et les ont reçues l'année suivante. Cependant, au fil des années, les ogives ont été améliorées à plusieurs reprises, avec des versions plus récentes et plus précises de la bombe anti-bunker issue de l'US Air Force. Il s'agissait alors d'une ogive de 30 000 livres.
soit environ 6 fois la taille d'un GBU-28 standard. Alors que le monde attendait de la voir en action, la menace Houthi est arrivée au moment idéal. Les Houthis, officiellement appelés Ansar Allah, ont évolué d'un groupe chiite zaïdite marginalisé au Yémen à un groupe terroriste à part entière. Leur organisation politique et militaire revivaliste est présente au Yémen depuis des temps immémoriaux, avec le soutien de l'Iran qui finance le mouvement avec de l'argent et des munitions. Cette organisation antisémite et anti-américaine s'est infiltrée au Yémen, luttant pour une meilleure représentation au sein de la complexe tribu yéménite. Alors qu'ils gagnaient en nombre, leur petite milice s'est multipliée par 1000 et s'est lourdement armée avec des armes iraniennes. Rapidement, ils ont pris le contrôle du Yémen. Cependant, cela ne suffisait pas aux Houthis, ils en voulaient de plus. Cette fois, ils ont visé plus loin, cherchant à contrôler les routes maritimes et ciblant les navires de guerre américains, une décision qu'ils ont rapidement regrettée. Le 17 mars 2025, les rebelles houthistes ont revendiqué une nouvelle attaque contre un navire de guerre des États-Unis, la qualifiant de représailles aux frappes américaines sur le Yémen, en particulier celle du 16 mars 2025. Le président des États-Unis, Donald Trump, a ordonné le lancement de frappes aériennes sur les bases Houthis au Yémen, tuant au moins 53 soldats Houthis au cours de l'opération. La milice, furieuse, a voulu se venger et a de nouveau menacé d'attaquer des navires liés à Israël en mer Rouge. Selon un porte-parole du Pentagone, il a révélé que les Houthis ont attaqué les navires de guerre des États-Unis à 174 reprises et leurs véhicules commerciaux 145 fois. Les Houthis se sont clairement attaqués au mauvais pays et le commandement central des États-Unis, qui supervise les opérations au Moyen-Orient, a décrit leur première attaque du 15 mars 2025 contre le Yémen comme le début d'une mission offensive à grande échelle à travers l'ensemble du territoire yéménite. Cependant, ayant été formés par l'Iran, les Houthis ont développé une expertise dans la construction de bunkers souterrains profondément enfouis et on les dit impénétrables, à la différence de ceux construits à la fin des années 80 et au début des années 90, durant la guerre du Golfe. Alors que cette nouvelle génération de bunkers s'est imposée dans la guerre moderne, les États-Unis ont également développé des armes modernes pour s'adapter à cette nouvelle ère du combat militaire, notamment avec la création du GBU-57, un dispositif explosif pesant 30 000 livres. Le GBU-57 est un pénétrateur de munitions massives utilisant un système de guidage de précision pour localiser ses cibles. Bien que les premières bombes anti-bunker pesaient environ 5 000 livres et pénétraient efficacement le sol, l'apparition de bunkers plus profonds a poussé l'armée de l'air américaine à faire appel à certaines des plus brillantes têtes du secteur de l'armement, dont Northrop Grumman, Lockheed Martin et Boeing. En 2002, Northrop Grumman et Lockheed Martin ont collaboré pour développer un pénétrateur de munitions massives de 30 000 livres, capable de produire un effet plus puissant que les premiers GBU. Cependant, ils ont rapidement dû arrêter. Le projet nécessitait plus qu'une équipe d'ingénieurs brillants. Il avait besoin de financement, des financements qu'ils n'avaient pas, et a donc été mis de côté. Après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, lorsqu'ils ont dû se contenter d'un dispositif de 5000 livres, les analystes en explosifs de l'armée de l'air ont constaté une faible capacité de pénétration et un taux de létalité désastreux. C'est ainsi que le projet a été relancé. Bien que l'armée de l'air n'ait pas officiellement demandé un dispositif de très grande taille, l'analyse postérieure au déploiement de 2003 en Irak a suffi à inciter le gouvernement à rechercher une bombe plus puissante. L'Agence de réduction des menaces de défense a alors décidé de répondre à un besoin de longue date de l'armée de l'air. Une bombe plus lourde pour des bunkers plus profonds. Bien que l'armée de l'air possédât déjà un arsenal impressionnant, incluant la Massive Ordnance Air Blast, connue sous le nom de MOAB, elle souhaitait également acquérir le Massive Ordnance Penetrator, ou MOP. Alors que Northrop Grumman avait fait de son mieux pour créer ce nouveau pénétrateur au début des années 2000, le laboratoire de recherche de l'armée de l'air
a pris en main la phase de développement en partenariat avec la base aérienne d'Eglin, spécialisée dans les munitions, et finalement Boeing, qui s'est chargé du design et des tests. La création de la bombe fut le premier défi. Les designs et munitions ont été longuement étudiés avant qu'un modèle définitif soit retenu. Mais le déploiement était tout aussi crucial. Il n'est pas courant qu'on ait besoin d'une bombe anti-bunker de 30 000 livres pour briser les défenses ennemies, mais lorsque le besoin se fait sentir, les États-Unis préfèrent être prêts. Ils ont donc choisi d'utiliser le B-2 Spirit subsonique de Northrop comme vecteur de transport et de largage de l'ogive, guidé par GPS. En 2007, Northrop Grumman a annoncé un contrat de 2,5 millions de dollars pour adapter son bombardier furtif B-2 afin qu'il puisse transporter 2 de ses nouvelles bombes anti-bunker sans difficulté. Bien que les préparatifs aient été menés avec sérieux, le premier déploiement n'eut lieu qu'en décembre 2010. Cependant, en 2011, le Congrès américain a approuvé une enveloppe supplémentaire de 81 600 000 dollars pour développer et améliorer davantage l'arme. Les armes ont été grandement perfectionnées au fil des années et préparées pour la guerre. Le besoin s'est rapidement manifesté dans la nuit du 17 octobre 2024, lorsque l'armée de l'air américaine a lancé une attaque sur 5 cibles situées dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, en utilisant le pénétrateur de munitions massives. Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis, a annoncé que les appareils utilisés pour larguer ces bombes étaient les Northrop B-2 Stealth, l'un des rares avions de chasse capables de transporter et de lancer un pénétrateur aussi massif que le GBU-57. Comme le suggèrent les rapports, le Royaume-Uni et les États-Unis ont généralement agi avec modération lorsqu'ils ont attaqué le Yémen, en particulier lorsque leurs intérêts diplomatiques divergeaient. Les deux pays n'avaient jusqu'alors utilisé que des armes relativement légères, par contraste avec le déploiement potentiel de cette nouvelle bombe anti-bunker. Cependant, les Houthis continuent de s'en prendre aux intérêts américains, attaquant des navires et ne cessant d'affirmer que leur combat repose sur une haine incontrôlée à son encontre. C'est pourquoi les États-Unis ont pris la décision d'attaquer sans retenue, mobilisant tout leur arsenal, celui que le monde entier savait qu'ils possédaient. C'était une démonstration unique de la capacité des États-Unis à frapper des installations que nos adversaires cherchent à rendre inaccessibles, peu importe à quelle profondeur elles sont enfouies ou à quel point elles sont fortifiées, a déclaré Lloyd Austin dans un communiqué, confirmant qu'il avait autorisé ces frappes ciblées pour protéger et défendre les forces et le personnel des États-Unis dans l'un des couloirs maritimes les plus stratégiques au monde. L'armement a été ciblé dans la zone de la capitale Sanaa et dans le bastion Houthi de Saada, au nord. Les bombes anti-bunker ont été lancées sur la périphérie sud de la région de Sanaa, notamment à Jabalatan, Al-Hafa et Namdain. Ces 3 zones ont toutes été utilisées comme entrepôts pour les brigades de missiles depuis les années 1980 par la cellule terroriste Houthi soutenue par l'Iran. Plus importante encore, chacun de ces dépôts de missiles avait un accès proche à des bunkers profonds, développés à partir de grottes naturelles. Bien que les forces américaines s'attendaient à une bataille rapide, ayant l'avantage d'un armement supérieur et d'un entraînement tactique avancé, elles ont été surprises. Les Houthis yéménites disposaient d'une brigade de missiles dotée d'une véritable expertise dans l'utilisation de missiles balistiques qu'ils possédaient également. Toutefois, les forces américaines étaient trop bien équipées, rendant cette expertise limitée face à leur puissance de feu. Les frappes des GBU-57 ont résonné si fort qu'on aurait dit que le monde entier pouvait les entendre. La pénétration de ce missile a pulvérisé leurs bunkers en morceaux et éliminé plus de 20 personnes d'un seul coup. L'impact du GBU-57 a suscité crainte et inquiétude chez les Alliés, qui venaient de voir ce dont la bombe anti-bunker américaine était capable. Cette attaque renforce ainsi la posture dissuasive des États-Unis et montre clairement ce qu'ils pourraient entreprendre si les actions iraniennes devaient s'intensifier et entraîner leur implication directe.
Cependant, les Houthis ont récemment démontré leur détermination à continuer de mener des frappes de longue portée contre les navires marchands dans les zones de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Mais cette fois, ils ne visaient pas seulement les navires américains, ils comptaient également attaquer les Saoudiens et les Israéliens. Après avoir démontré leur puissance militaire, les États-Unis ont décidé de chercher des alternatives au largage de bombes anti-bunkers, en entamant des négociations avec les Houthis pour tenter de les dissuader de continuer à cibler leurs navires militaires et commerciaux. Selon certaines sources, des discussions ont été amorcées entre les États-Unis et l'Iran, soutien affirmé des Houthis yéménites, par l'intermédiaire d'organisations de négociations discrètes afin d'apaiser le conflit actuel au Moyen-Orient. Cependant, si les pourparlers échouent, les États-Unis sont manifestement prêts. D'autres nations, d'ailleurs, s'intéressent désormais de près au GBU 57. Si le GBU 28 avait marqué les esprits pendant la guerre du Golfe, il n'a pourtant jamais eu un tel impact. Bien que ce dernier pesait entre 4 et 5 000 livres, avec une ogive de 600 livres, le nouveau modèle en possède une de 5 000 livres pour une pénétration plus profonde dans les bunkers souterrains. Alors que les Houthis continuent de proférer leurs menaces, Israël, première nation à avoir acheté 100 unités des premières bombes anti-bunkers, serait prêt à se positionner en tête pour obtenir le plus gros modèle au monde. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et Israël ont souvent été marquées par de subtiles divergences, rendant leurs échanges délicats. Cela va de la décision de l'administration Bush de ne pas vendre les chasseurs furtifs lourds F-22 à celle de l'administration Obama de refuser la vente du V-22 Osprey à Tel Aviv. Toutefois, récemment, les spéculations persistent. L'administration Trump envisagerait d'autoriser la vente du chasseur le plus meurtrier du monde ainsi que de la plus grosse bombe anti-bunker à Israël, notamment dans le but de contrer l'Iran. Les deux pays partagent un ennemi commun, les Houthis yéménites. Mais comme ceux-ci sont directement soutenus par Téhéran, c'est bien l'Iran qui est la véritable cible. Reste à savoir si l'administration de Donald Trump autorisera ou non une telle vente. Alors qu'Israël reste un client potentiel, cherchant à acquérir certaines des armes les plus puissantes des États-Unis, l'Arabie saoudite serait également intéressée. Elle souhaiterait obtenir la plus grande bombe anti-bunker du monde, ainsi que des bombardiers Northrop B-2 Spirit, adaptés pour transporter cette bombe de 14 tonnes, dans l'espoir de vaincre les Houthis yéménites soutenus par l'Iran, la même cellule terroriste qui les attaque depuis 2004. Ce ne serait pas la première fois que les États-Unis vendent une technologie de guerre puissante à une autre nation. Mais seront-ils tentés de céder aussi cette dernière invention? Leur guerre contre les Houthis suffira-t-elle à justifier la vente de leur toute nouvelle bombe anti-bunker? L'effet des bombardements du 17 octobre 2024 a été mondial. Le monde entier a pu en constater l'ampleur. Imaginez une bombe de 30 000 livres tombant du ciel, non seulement avec une précision chirurgicale, mais larguée par un appareil capable de manipuler les radars et de contrer les systèmes de défense aérienne A2AD. Faire tomber une bombe est une chose. La faire tomber sans avertissement en est une autre. Et cela souligne le rôle crucial du B-2 Spirit dans ce type de déploiement. Bien que l'étiquette de révolutionnaire accompagne toujours ce pénétrateur de munitions massives, et à juste titre, le Northrop B-2 Spirit reste un élément central de son succès. Plus encore, le B-2 ne se limite pas au transport de la plus grande bombe au monde. Le B-2 existe depuis les années 70, à une époque où les concepteurs d'avions militaires commençaient tout juste à développer des méthodes pour échapper aux missiles et aux intercepteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la furtivité. Différentes idées ont été combinées pour concevoir un tel chasseur. Le concept était relativement simple. Construire un appareil doté de capacités furtives, capable de voler quasiment indétectable en s'élevant très haut dans le ciel à vitesse subsonique, n'étant vulnérable qu'aux systèmes utilisant le radar. Un concept génial qui allait tout bouleverser. Le B-2 a été présenté pour la première fois au public le 22 novembre 1988.
à la base aérienne Plant 42 de l'US Air Force à Palmdale, en Californie, où il fut assemblé. Cette présentation était extrêmement restreinte et les invités n'étaient pas autorisés à voir l'arrière de l'appareil. Cependant, les rédacteurs du magazine Aviation Week ont remarqué qu'aucune restriction ne s'appliquait à l'espace aérien au-dessus de la zone d'exposition et ont pris des photos aériennes de la section arrière secrète de l'avion. Cet appareil a toujours été conçu pour assurer les missions de pénétration vitale de l'US Air Force, en transportant toutes sortes de munitions et de charges utiles tout en échappant au radar. Il a été conçu sans fuselage ni queue, ce qui le rend encore plus difficile à détecter. C'était la contre-mesure parfaite face au système anti-accès mis en place dans les espaces aériens indo-pacifiques, européens et moyen-orientaux. Le B-2 a bouleversé les règles du jeu avec des avantages considérables sur les anciens bombardiers grâce à sa combinaison de technologies de furtivité, à son efficacité aérodynamique élevée et à sa grande capacité d'emport. Cela lui permettait de voler plus haut que la moyenne tout en restant pratiquement invisible, avec une vue beaucoup plus large sur la zone ciblée. Sa charge utile allait des armes nucléaires aux bombes atomiques jusqu'au contrat de modernisation signé en 2007 qui lui a donné la capacité de transporter un énorme anti-bunker. Reste à voir si quelqu'un, hormis les États-Unis, pourra un jour mettre la main sur ce duo. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.